Donc, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être présents si nombreux pour ce 7e concert de notre cycle Musique et Sciences que nous avions donc commencé lors du bicentenaire de l'université, qui à chaque fois utilise une connaissance scientifique et qui permet d'inspirer plus ou moins les musiciens, les compositeurs de la classe de Michel Fourgon du Conservatoire royal de Liège. Donc cette fois-ci, c'est avec Sophie Pitours, qui est donc responsable des collections de l'Observatoire du monde des plantes. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller le voir, et si pas encore, allez-y. Elle va nous en parler. Et les étudiants, donc les étudiants compositeurs, sont allés visiter avec Sophie l'Observatoire au mois de septembre. Ils ont pu un petit peu entendre les explications de Sophie, mais également poser des tas de questions. Et ça leur a permis de s'inspirer de manière plus ou moins libre pour les compositions qu'ils vont vous présenter maintenant. Michel ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de faire cette séance aujourd'hui avec Sophie, parce qu'il faut dire que ça s'est vraiment hyper bien passé avec Sophie. Les étudiants, après la visite de l'Observatoire du monde des plantes, étaient enchantés et très enthousiastes. Donc voilà. Donc je m'attends ce soir à ce qu'elle nous explique avec son savoir impressionnant, mais en même temps avec tout à fait naturel et simple, que nous avons tous reçu de manière très chaleureuse en fait. Et ça s'est senti en fait. Voilà. Donc le principe de cette année, c'était qu'on avait demandé aux étudiants de s'inspirer d'une plante librement. Ils pouvaient choisir celle qu'ils voulaient. Et donc Sophie va vous parler de cette plante qui a inspiré un compositeur avant que l'œuvre soit jouée. C'est le principe de ces concerts que nous faisons depuis 7 ans maintenant. Hein. Oui. C'est la 7e fois. Voilà. Alors, je voudrais dire une chose importante, c'est que vous allez entendre plus d'une trentaine de musiciens interprètes du conservatoire, donc, qui vont jouer les pièces des compositeurs. Et je voudrais vous signaler que ces étudiants font ça juste par sympathie pour leurs camarades. Donc ce n'est pas dans un cadre, je dirais, officiel. Ils vont pas avoir une cote ou je ne sais pas quoi. Et ils font ça juste par dévouement et avec tout leur cœur. Et je voudrais vraiment les remercier. Là. Ils sont tous là. Leur dire merci, c'est vraiment super sympa. Et en plus, ils font ça avec beaucoup d'entrain. On a fait toutes les répétitions cet après-midi. Et c'était très joyeux, en fait. Et on s'est bien amusé. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Et puis peut-être, oui, remercier l'université qui quand même nous accueille dans cette salle magnifique. Grâce à toi aussi, hein, quand même. Ah bah si. Hein. Et ça permet aussi aux étudiants de se produire dans un bel endroit, même un peu prestigieux. Voilà. Et je vais donner la parole à Sophie maintenant. C'est à toi. Oui. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je vais peut-être passer directement à ma présentation et rentrons dans le vif du sujet. Voilà, et justement, ça tombe bien parce que je voulais commencer par des remerciements. Donc, merci beaucoup à Michel Fourgon et à Claudine donc, de m'avoir conviée à cette 7e année. Donc, le projet m'a vraiment enchantée. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les compositions parce que je précise que je n'ai pas encore entendu. Donc voilà. Et merci aussi à Monsieur Patrick Mott, donc, qui est le président de notre ASBL, parce que vous allez voir que certaines des photos dans ma présentation, donc des photos sur les plantes, sont prises par lui. Donc voilà, comme Claudine le disait, les compositions donc, qui ont inspiré les élèves proviennent donc de leur visite réalisée à l'Observatoire du monde des plantes, donc, où je travaille au quotidien. Et donc je me disais que c'était intéressant de vous le présenter pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc voilà, l'Observatoire du monde des plantes, c'est en fait le jardin botanique de l'Université de Liège. Il est géré par une ASBL donc, pour laquelle je travaille, qui est l'ASBL Espace Botanique Universitaire de Liège. Donc c'est une ASBL de l'Université de Liège.
Donc, ce jardin botanique, il est intégré dans le pôle muséal et culturel de l'Uliège et on appartient aussi à l'embarcadère du savoir. Donc, concrètement, l'Observatoire du monde des plantes, c'est une grande serre d'environ 2300 mètres carrés. Elle est située dans le domaine du Sartillement. Et alors, elle est dotée d'une belle collection botanique, environ 3000 taxons différents, donc 3000 espèces, sous-espèces, cultivars, etc. Toutes ces catégories confondues, donc environ 3000 taxons. Et donc, cette grande serre, elle est divisée en 5 parties, donc, que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, on a un espace d'accueil, une serre tempérée, une serre à climat méditerranéen, une serre tropicale et une serre désertique. Donc, voici un petit aperçu de l'espace d'accueil. Donc, l'espace d'accueil, il est assez grand, il contient donc nos bureaux et les espaces du personnel, le comptoir d'accueil, une petite cafétéria et surtout une salle de cours qui est régulièrement utilisée. La serre tempérée, où on présente en fait différents thèmes. Il y a un thème sur les plantes carnivores, un thème sur l'évolution du monde végétal et les différents groupes de végétaux terrestres qu'on peut encore observer à l'heure actuelle. Un thème sur les plantes utiles et médicinales. Et alors, on a une petite vitrine dédiée aux mousses et aux lichens, notamment aux mousses qu'on trouve en Belgique. Et on aime bien donc de parler de ce thème-là parce que les mousses en Belgique sont quand même assez bien diversifiées, environ 720 espèces. Et donc, c'est l'occasion donc d'attirer l'attention du public sur ces toutes petites espèces qui sont assez discrètes, mais qui font partie vraiment de notre quotidien. Voilà, alors je vais faire une toute petite présentation par serre sur quelques espèces que j'aime bien particulièrement, mais aussi qui étonnent souvent les visiteurs. Et donc, j'avais envie de vous en parler aussi ce soir, même si ce ne sont pas des plantes qui ont particulièrement été choisies par les étudiants. Je me disais que c'était intéressant de faire un petit focus là-dessus. Et donc, les plantes carnivores qu'on présente dans la serre tempérée, ça fascine souvent les visiteurs. Et de fait, ce sont des espèces assez étonnantes. On trouve environ 700 espèces dans le monde entier. On en trouve partout, en fait, dans le monde, sauf au pôle Nord, au pôle Sud, il n'y en a pas. Et véritablement, dans les déserts, il n'y en a pas non plus. Mais sinon, elles se trouvent vraiment partout, sous tous les climats. On a même 6 espèces différentes en Belgique. Et alors, ce sont des espèces étonnantes parce qu'elles possèdent des adaptations qui étonnent, vu que ce sont des plantes qui attrapent des animaux, en particulier des arthropodes, donc principalement des insectes. Et pourquoi est-ce qu'elles font cela? C'est parce qu'elles sont adaptées à vivre dans des environnements qui sont très pauvres en sels minéraux. Donc, au fur et à mesure du temps et de l'évolution, elles ont acquis certaines adaptations qui leur permettent de vivre et se développer sur ces sols très pauvres. Donc, comment est-ce qu'elles font? C'est en attrapant et en digérant donc, des micro-organismes, principalement des insectes. Elles le font via des enzymes digestifs qu'elles vont sécréter au niveau des feuilles transformées pour pouvoir donc avoir accès aux éléments qui constituent leurs protéines, donc principalement l'azote et le phosphore. Et de ce fait-là, donc grâce à ces adaptations donc, qui leur permettent donc, d'attraper et de digérer les micro-organismes, elles vont pouvoir se développer sur des sols pauvres en minéraux. Alors comment est-ce qu'elles attrapent les insectes? Il y a différents types de pièges. On peut distinguer par exemple sur la photo à gauche en haut, c'est un piège à urne, de même pour celle du bas. L'espèce du haut, c'est une Sarracenia et en bas, c'est le Cephalotus follicularis qui vit en Australie. Donc ici, les feuilles sont transformées en genre d'urnes qui contiennent du liquide digestif. Quand les insectes arrivent à proximité, donc ils sont attirés par la plante via la couleur ou la sécrétion de nectar au niveau du piège. Les insectes sont attirés, ils vont rentrer dans la feuille. Les bords sont très glissants, donc ils vont tomber dans le fond. Et comme il y a du liquide digestif, ils vont se noyer et la plante va les digérer via la sécrétion d'enzymes digestives. Et ensuite, la plante absorbe ce dont elle a besoin via des glandes spécialisées de son épiderme. Donc déjà, de ce fait-là, c'est assez étonnant. Au milieu, on peut observer une Drosera. Donc ça, c'est un peu plus connu. C'est une plante carnivore qui détient un piège collant. Donc là, les insectes, de nouveau, sont attirés. Ici, ils pensent que sur la feuille, il y a des gouttes de rosée. Donc la plupart du temps, ils viennent se poser sur la feuille pour boire. Et ils vont rester collés. Donc à nouveau, la plante va sécréter des enzymes digestives pour digérer la proie. Et elle va les réabsorber au niveau de son épiderme. Et alors à droite, ça c'est le genre Nepenthes.
qu'on va trouver principalement en Indonésie, sur l'île de Bornéo et de Sumatra. Là aussi, c'est une plante carnivore avec un piège à urne. Donc de nouveau, il y a un liquide digestif à l'intérieur. L'insecte tombe dedans et il est digéré. Alors je tenais quand même à parler de cette espèce-là en particulier parce qu'il y a des mutualismes qui s'établissent donc avec le genre Nepenthes et différents organismes. Ça peut être par exemple des chauves-souris qui vont en fait aller dormir dans l'urne pendant la journée et la nuit, donc elles s'envolent chasser pour les espèces insectivores. Et alors tout le temps où elles restent dans l'urne, la chauve-souris va faire des déjections qui vont tomber directement dans l'urne et ça va nourrir la plante. Alors l'avantage pour la chauve-souris, c'est qu'elle est à l'abri dans le piège de la plante carnivore. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est un mutualisme. La chauve-souris trouve un avantage et la plante également, vu qu'elle est nourrie entre guillemets par la chauve-souris. Il y a d'ailleurs des études qui ont été réalisées et qui ont prouvé que les espèces avec chauve-souris, donc les individus qui abritaient des chauves-souris, grandissaient 2 à 3 fois plus vite que les individus qui n'abritaient pas de chauve-souris. Donc voilà pour la petite histoire assez étonnante sur les plantes carnivores. Donc la troisième serre du parcours, c'est la serre à climat méditerranéen. Et donc dans cette serre-là, on présente toutes les formations végétales qu'on retrouve sous climat méditerranéen, donc dans les 6 zones principales du monde, donc les 5 grandes zones principales du monde. Donc la zone du Cap en Afrique du Sud, 2 zones du sud-ouest de l'Australie, le pourtour de la mer Méditerranée, une zone en Californie et une zone au Chili. Donc toutes ces zones sont représentées dans la serre. Et le but, c'est un peu de montrer les espèces typiques appartenant à chacune de ces zones et surtout montrer comment les espèces se sont adaptées au fur et à mesure du temps à ce climat méditerranéen qui a quand même une contrainte, ce sont les étés plus secs. Et alors, une espèce aussi dont j'aime bien parler lors des visites guidées, ce sont les ophrys. Ça, c'est un genre d'orchidées qu'on retrouve donc dans les environnements méditerranéens. Donc ça aussi, c'est très particulier. Donc je vous ai mis ici 3 photos d'espèces différentes. Vous avez à gauche l'espèce qu'on appelle l'ophrys bourdon. Au milieu, c'est l'ophrys mouche. Et tout à droite, c'est l'ophrys abeille. Alors vous avez remarqué qu'elle porte un nom chaque fois d'insectes pollinisateurs. Et effectivement, donc, ce sont des plantes qui vont être pollinisées par ces insectes. Et ici, leur particularité, c'est que la fleur va imiter la forme, donc vraiment l'apparence, la couleur, même la pilosité de la femelle du pollinisateur. Et même, ça va même plus loin, puisque la plante va également imiter les phéromones de la femelle. Donc l'effet, c'est que le mâle va être attiré donc, par la fleur en pensant avoir affaire à une femelle, et il va essayer de s'accoupler avec la fleur. Donc il va vraiment se poser sur la fleur et dans son envie de féconder la femelle, lui il pense que c'est une femelle, il va récolter les pollinies, donc les sacs à pollen de l'orchidée. Et puis quand il va se rendre compte que finalement ce n'est pas une femelle, il va s'envoler. Et un peu plus loin, il va se faire leurrer à nouveau. Et donc il déposera les sacs de pollen sur l'orchidée suivante et il pollinisera ainsi les différents individus de l'espèce. Et donc c'est une relation assez spécifique puisque l'ophrys bourdon va attirer surtout des bourdons. L'ophrys mouche, ce sont surtout des diptères ou d'autres petites abeilles. Et l'ophrys abeille, c'est une série d'espèces d'abeilles. Donc c'est chaque fois la fleur prend l'apparence du pollinisateur femelle. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Alors la 4e serre, c'est la serre tropicale humide, qui est la plus grande serre du complexe. Donc on va présenter différentes formations végétales, mais de manière générale, c'est la forêt équatoriale qu'on représente avec ses grandes caractéristiques, donc la densité de la végétation, la diversité en espèces, puisque c'est la formation végétale la plus riche de la planète. Donc on va un peu faire un focus sur différents environnements, notamment les mangroves ou les forêts de nuages. Et on va pouvoir aborder différentes adaptations des plantes, donc au niveau du feuillage, des racines ou du mode de vie. Donc on parle beaucoup des plantes épiphytes notamment. Et ici, donc, je voulais faire de nouveau un focus sur les plantes qu'on présente dans cette serre-là, donc au niveau des adaptations un peu
bizarre ici pour le coup, donc les plantes myrmécophiles. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est en fait un terme qui désigne le fait qu'une espèce va s'associer à une colonie de fourmis. Donc de nouveau ici c'est un exemple de mutualisme, donc une relation qui s'établit entre deux espèces et qui va procurer des avantages à chacune des espèces. Donc ici c'est une plante qui va, quand je dis une plante, il y a beaucoup d'exemples, en particulier dans les forêts équatoriales d'Indonésie. Il y a beaucoup d'espèces en fait qui trouvent un avantage à vivre avec une colonie de fourmis. Donc ici sur la photo de gauche, vous avez le Myrmécodia tuberosa, donc qui a une apparence un peu bizarre. La base de son tronc est en réalité la fourmilière. Donc si on faisait une section ici dans la base du tronc et qu'on regarde à l'intérieur, on va voir tout le réseau de galeries. Et ce n'est pas les fourmis qui ont creusé ces galeries, la plante pousse comme ça en fait. Elle est prévue de base pour accueillir la fourmilière. Et donc les fourmis vont pouvoir coloniser cet endroit, vont établir leur colonie. Et ça va avoir un avantage pour la plante. Donc ici c'est une plante épiphyte donc, qui vit en l'air accrochée sur d'autres plantes, qui a une lacune en sels minéraux vu qu'elle vit accrochée en l'air et non plus avec les racines dans la terre. Et ce sont les fourmis qui vont venir combler le manque de sels minéraux. Donc dans une fourmilière, il y a toujours des différentes parties. Il y a notamment des chambres à déchets où les fourmis vont jeter tout ce dont elles n'ont pas besoin et où elles vont aussi aller jeter les cadavres, par exemple. Tout ça va se décomposer et va nourrir la plante. Donc ça, c'est un premier intérêt que trouve la plante. Deuxième intérêt, et ça c'est assez important pour la plante également, c'est la défense vis-à-vis des phytophages. Donc s'il y a par exemple un criquet ou une chenille qui vient manger la feuille, les fourmis le sentent et vont tout de suite attaquer le prédateur, donc pour défendre la plante. Alors il y a aussi un avantage pour les fourmis. Donc souvent, et on le voit aussi sur la photo de droite en haut, c'est un acacia ici, les plantes vont souvent nourrir les fourmis. Donc elles vont avoir des petites structures, des petites glandes au niveau du feuillage qui vont produire des substances nutritives à l'égard des fourmis. Donc déjà ça va les attirer et ça va les forcer à rester sur la plante. Mais en plus les fourmis donc, vont trouver un abri dans la plante myrmécophile, souvent intéressant parce que dans les forêts équatoriales, avec le climat qui est très humide, c'est souvent des zones de forêt inondées quasiment en permanence. Donc les fourmis ont quand même tendance à faire leur nid non au sol mais bien dans les arbres. Et s'il y a des plantes qui sont déjà prévues pour les accueillir, forcément elles vont les coloniser. Donc voilà un deuxième avantage que trouvent les fourmis dans la relation. Donc voilà, ça c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et alors la dernière serre du parcours, c'est la serre désertique, où là on va présenter donc, le biome qui est lié aux terres désertiques, aux zones xériques. Donc principalement ici on va représenter les zones sèches de Madagascar, les déserts d'Afrique du Sud, et alors les déserts d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Et il y a une toute petite zone aussi dédiée aux plantes grasses de la Macaronésie. Et voilà, donc pour terminer la présentation des serres, je voulais faire un petit focus sur les cactacées, donc qui ont aussi des adaptations assez étonnantes. Donc elles vivent dans un milieu qui est très aride, très sec. Et donc pour survivre à ça, au fur et à mesure de l'évolution, elles ont mis en avant toute une série de stratégies. Notamment, ce qu'on remarque en premier, c'est la disparition du feuillage. Donc ça, le but, c'est perdre moins d'eau, voire beaucoup moins. Donc quand les plantes en fait transpirent et elles perdent de l'eau par les feuilles. Donc au fur et à mesure de l'évolution, chez les cactacées, il y a une réduction des feuilles, du nombre et de la taille des feuilles, qui se sont finalement transformées en épines. Alors les épines, on va le voir juste après, elles peuvent avoir différents rôles. Mais sinon, au niveau des autres adaptations de ces plantes, il y a la succulence, le fait que ces plantes vont accumuler de l'eau, elles vont faire des réserves d'eau. Souvent, elles adoptent une forme arrondie ou sphérique. Donc ça va leur permettre de limiter un maximum la transpiration. On va remarquer aussi différentes adaptations au niveau des racines. Donc selon les espèces, on va avoir des racines qui sont très superficielles, mais très étendues, donc pour pouvoir accumuler beaucoup d'eau dès qu'il pleut. Ou alors des racines très profondes pour aller chercher l'eau vraiment dans les couches vraiment inférieures du sol. Et puis alors, au niveau de la floraison, c'est pour ça que je vous ai mis une belle photo de fleurs de cactus.
Donc chez la plupart des espèces, elle va être nocturne. Donc effectivement, si la fleur s'ouvre en plein jour, quand il fait vraiment très chaud, elle va tout de suite faner. Et donc ces espèces ont évolué et ont adopté une floraison qui est plutôt nocturne. Et à ce moment-là, les pollinisateurs vont être principalement les chauves-souris nectarivores. Alors ici, sur la dia, je vous ai mis 2 exemples d'épines. Donc sur la photo de droite, le rôle des épines est ici la défense vis-à-vis des herbivores. Et sur la photo de gauche, c'est un zoom sur les épines de Mammillaria plumosa. Donc lui, les épines, chez cette plante-là, ça sert de petit parasol, donc pour protéger l'épiderme de la plante des rayons du soleil. Voilà, alors juste un petit mot sur les missions de l'Observatoire du monde des plantes. Donc, elles sont doubles, donc ça sert surtout la conservation des espèces végétales. Donc pour ça, déjà on maintient les espèces et on va les multiplier. Donc il faut savoir qu'on a quand même certaines espèces très rares au sein du jardin qui sont très menacées ou même éteintes dans la nature. Et donc on va échanger les semences ou même des individus avec d'autres jardins botaniques. Et pour ce faire, on est inclus dans différents réseaux, donc les réseaux belges mais aussi français et même internationaux des jardins botaniques. Et on partage entre jardins botaniques ce qu'on appelle les index séminum. Donc ce sont des répertoires de graines, donc on échange d'année en année pour essayer de maintenir du mieux qu'on peut les espèces. Alors on tient une base de données et un étiquetage spécifique qui inclut le statut, notamment liste rouge des espèces qu'on détient. Et alors le deuxième rôle important au niveau du jardin botanique, c'est la diffusion des sciences. Donc pour ce faire, on accueille un public assez varié, donc ça peut être de la famille, le public familial ou les élèves de la maternelle jusqu'au niveau universitaire. On fait pas mal d'expos et d'événements, de stages et d'ateliers, et des visites guidées. On édite différents supports pédagogiques et on accueille parfois des stagiaires également. On peut fournir du matériel pour les travaux d'étudiants aussi ou pour les chercheurs. Voilà quelques exemples d'événements. On a fait un événement café où on a torréfié notre propre café. Ça, c'était l'année passée. On fait une expo, vous en avez peut-être entendu parler, sur les papillons exotiques qu'on expose à la serre tropicale. Ici, un exemple du stage qu'on fait avec les enfants sur le thème art et botanique. On fait notamment du papier avec les plantes de serre. Et donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première présentation. Donc c'est la composition de l'Aokasasa, qui s'intitule Le merveilleux, gigantesque et explosif eucalyptus. Donc en réalité, il y a plusieurs espèces d'eucalyptus, on en dénombre plus de 800. Donc les eucalyptus, c'est un genre qui appartient à la famille des myrtacées. Et c'est un genre endémique de l'Australie, donc ça veut dire qu'il n'existe que là, à l'état naturel. Alors l'eucalyptus, c'est un arbre très important dans son environnement. Il est très mellifère, donc ça veut dire qu'il fournit nectar et pollen à bon nombre d'espèces. Et alors, c'est une espèce toxique. Donc les espèces d'eucalyptus sont toxiques. Mais elles sont malgré tout très utiles. Je suppose que vous savez aussi que c'est l'espèce, donc ce sont les eucalyptus que mangent les koalas. Donc c'est une espèce qui a un rôle clé dans l'environnement. Et alors il y a certaines espèces d'eucalyptus qui font partie des plus grands arbres du monde, d'où le nom de la composition, avec le séquoia géant que vous voyez au milieu de donc la photo du milieu. Et à droite, donc c'est le pin de Douglas. Et tout à gauche, donc, c'est l'Eucalyptus regnans, donc, qui peut atteindre parfois jusqu'à 100 mètres de haut. Alors l'eucalyptus, il est bien connu puisqu'on l'utilise beaucoup, donc, notamment pour la pâte à papier. Et on l'utilise aussi beaucoup donc, pour les centrales thermiques. Donc il y a beaucoup de monocultures d'eucalyptus un peu partout dans le monde. Donc forcément, désolé de dépeindre le tableau, mais il y a beaucoup de problèmes environnementaux qui sont liés à sa culture, notamment des incendies de grande ampleur, puisque c'est une espèce, en fait... Oui, donc ici, je vous ai mis une petite photo de avant la belle forêt tropicale et après la monoculture d'eucalyptus. Pourquoi est-ce que ça provoque des incendies de grande ampleur? Les eucalyptus, c'est parce qu'on les qualifie de pyrophytes. Donc ce sont des espèces qui non seulement vont pouvoir résister assez bien dans une certaine mesure aux incendies, donc ils ont des adaptations spécifiques
qui leur permettent de résister au feu. Donc ça peut être par exemple comme le chêne-liège, une écorce très épaisse, ou alors comme le séquoia, une écorce épaisse et gorgée d'eau, donc qui va lui permettre de résister mieux aux incendies. Et dans le cas de l'eucalyptus, il y a une sécrétion donc, de molécules hautement inflammables qui sont volatiles au niveau du feuillage. Donc quand il y a un incendie, les eucalyptus décuplent vraiment son intensité. Et alors lui, il a besoin du feu pour disperser ses graines. Donc c'est ce qu'on va appeler une espèce sérotinique. Donc le fruit ne va s'ouvrir qu'après passage de feu. Donc en fait, les capsules sont colmatées par une résine qui ne font qu'à haute température. Donc il est tellement bien adapté au feu, lui, que finalement il en dépend pour la survie de l'espèce. Voilà, je vais laisser la place aux élèves et à leur composition.
Alors la composition suivante, donc c'est sur le bambou, qui a inspiré Joshua Burdzin. Donc désolé pour la prononciation, j'espère que c'est correct. Donc le terme bambou, en réalité, ça s'applique à beaucoup d'espèces, donc qui appartiennent à la famille des poacées et à la sous-famille des bambousoïdés. Il y a en fait plus d'1 millier d'espèces qui appartiennent à ce terme-là qu'on appelle donc bambou. Ils sont principalement répartis en Amérique et en Asie. Il n'y a pas du tout d'espèces en Europe et on trouve quelques espèces en Océanie. Ce sont des plantes qui vont croître vraiment rapidement, avec vraiment le record absolu, c'est chez le bambou géant, donc Dendrocalamus giganteus, qui peut pousser de 40 cm en 24 heures. C'est un record absolu, donc c'est vraiment énorme. Alors il y a pas mal d'utilisations au bambou, donc l'utilisation la plus connue c'est l'utilisation ornementale, donc on plante souvent des bambous dans son jardin. Bon, il y a une utilisation alimentaire aussi, on peut manger les jeunes pousses. C'est fort utilisé pour la construction aussi, donc il faut savoir que les tiges sont très résistantes et sont constituées de silice. Alors phénomène un peu bizarre. Les bambous en fait ont une floraison qu'on peut qualifier de grégaire, donc c'est-à-dire que pour une population donnée à un endroit donné, on remarque souvent que les bambous vont fleurir tous en même temps. Donc il faut savoir que le bambou ne fleurit qu'une seule fois au cours de sa vie, ce qu'on va appeler une plante monocarpique, et ça peut donc la floraison peut avoir lieu au bout d'une dizaine, voire même de centaines d'années pour certains individus. Et donc c'est assez bizarre de s'apercevoir que les bambous d'une zone donnée vont fleurir en même temps. Donc c'est un phénomène qui n'est pas encore totalement expliqué et qui a inspiré en fait des contes ou des malédictions. On pensait même que c'était un phénomène annonciateur de famine dans certaines régions. Et ici sur la photo, donc, on voit une floraison de bambou. Voilà.
la prochaine composition sera de Louis Comblin. Donc, il a réalisé une improvisation sur le thème du lierre. Donc, le lierre, c'est une plante que tout le monde connaît bien, qu'on trouve chez nous en Europe, dans les zones tempérées, également en Asie. C'est une plante de la famille des Araliacées. C'est une liane, donc une des rares lianes qu'on trouve chez nous. C'est une liane qui a un rôle assez important, un rôle écologique assez important, parce que c'est une plante très mellifère. Donc elle va produire beaucoup de pollen et de nectar, et ça va servir à beaucoup de pollinisateurs différents. Et c'est intéressant parce que c'est une floraison qui intervient tardivement, donc au mois de septembre et d'octobre. De même, les fruits vont servir à pas mal d'animaux, surtout des oiseaux. Et comme ils apparaissent à la fin de l'hiver, donc ça leur permet de survivre vraiment grâce à cette fructification tardive. Et c'est aussi une espèce qui est utilisée par pas mal d'animaux comme abri, donc que ce soit pour l'hibernation ou pour la nidification. Voici. Voilà, donc le prochain thème sera sur la Rafflesia. C'est une plante très bizarre de la famille des Rafflesiaceae.
Donc c'est une plante bizarre à plus d'un titre. Donc tout d'abord, c'est une plante parasite, donc elle n'a pas vraiment d'existence propre, elle vit aux dépens d'une autre plante. Et pas n'importe quelle plante, donc il faut que ce soit une plante du genre Tetrastigma. Donc ce sont des plantes en réalité qui vivent dans les forêts tropicales indonésiennes. Et donc la Rafflesia, vu qu'elle vit aux dépens d'une autre plante, n'a pas besoin de faire de feuilles, elle n'a pas besoin de faire la photosynthèse, elle va se servir chez une autre espèce. Et donc ces tiges et ces racines vivent directement au sein de la plante hôte. Il n'y a que la fleur qui est externe et qui apparaît donc à l'extérieur de la plante hôte, en période de floraison uniquement. La Rafflesia, donc c'est une espèce assez rare et qui est en diminution, à nouveau suite à la suite des exploitations que l'homme fait des forêts. Donc elle est aussi connue, cette Rafflesia, parce que c'est la plus grande vraie fleur du monde. Elle peut faire plus d'1 mètre de diamètre. Et enfin, dernière bizarrerie, c'est qu'elle sent le cadavre, donc, et ça sent de très loin. Alors, non seulement elle sent le cadavre, mais en plus elle ressemble à de la viande pourrie. Tout ça est très sexy. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle sent le cadavre? En réalité, c'est pour attirer ces pollinisateurs qui sont des mouches, qui en fait, donc, vous le savez tous, sont attirés par l'odeur de la viande en décomposition et par les cadavres, donc parce qu'elles vont pondre leurs œufs à l'intérieur, comme ça les larves pourront se nourrir du soi-disant cadavre, sauf qu'ici c'est une fleur et donc les pollinisateurs sont leurrés. Toujours est-il qu'ils sont venus et qu'ils ont joué leur rôle de pollinisateurs, donc ils vont transporter le pollen d'une fleur à une autre. Et juste une précision, donc la Rafflesia est ce qu'on appelle une plante dioïque, donc il existe des individus qui sont entièrement mâles et des individus femelles. Donc les individus mâles vont faire une fleur mâle, donc avec du pollen, et les individus femelles donc, feront des fleurs femelles. Et la floraison est très brève, heureusement, 5 à 6 jours. Voilà.
Voilà, merci. Donc, la composition suivante sera de Cédric Havard. Donc, lui, il s'est inspiré de la pervenche de Madagascar. Son nom malgache, c'est Venonina. C'est une plante de la famille des Apocynaceae, donc c'est en général une famille de plantes toxiques. Cette plante-là, elle est toxique, elle est endémique de Madagascar, donc à nouveau ici le terme endémique, ça veut dire qui provient de, et uniquement de. Donc cette plante-là, elle ne vit que à Madagascar. C'est une plante qui est assez connue en réalité parce qu'on l'a pas mal utilisée dans la lutte contre certains cancers. Et de fait, elle a certaines propriétés médicinales. Donc, elle est utilisée dans différents traitements, notamment l'hypertension, le diabète, le paludisme. Et elle possède de nombreux alcaloïdes, dont des molécules qui sont toxiques, mais qui sont donc à faible dose utilisées pour traiter des maladies. En ce qui concerne certains cancers, donc c'est principalement la vincristine et la vinblastine qui ont été utilisés, de même que 2 dérivés de synthèse qui se nomment vinorelbine et navelbine. Voici.
prochaine composition sera de Louis Comblain. Donc lui, il s'est inspiré des personnages. Donc personnage, c'est un terme qu'on donne à plusieurs plantes de la famille des Amaryllidaceae. Chez nous, on les voit en ce moment d'ailleurs, on a la chance de pouvoir observer donc l'espèce qui se nomme Galanthus nivalis, puisque c'est une espèce qu'on va trouver dans les zones tempérées océaniques, donc comme chez nous. Et c'est une espèce, donc, c'est pas le personnage, ce sont les personnages. C'est un nom qu'on donne à plusieurs espèces en fait. L'autre espèce la plus connue de personnage, c'est le Leucorum vernum. Donc en français la nivelle de printemps, mais qu'on appelle aussi personnage. Et donc ce sont des espèces qu'on va trouver en climat tempéré et qui ont une floraison hivernale, enfin plutôt de fin d'hiver.
Merci. Donc la prochaine composition sera de Gabriel Chary. Donc lui, il s'est inspiré notamment donc de la passiflore. Sa composition se nomme The Hunt. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en réalité, il s'est inspiré du phénomène de compétition qui existe entre la passiflore, donc c'est une liane d'Amérique tropicale, et le papillon Heliconus, qui vit également en Amérique tropicale. Donc ce sont deux espèces qui sont impliquées dans une relation de proie-prédateur et qui ont coévolué ensemble. Et il y a une sorte de course aux armements donc, qui s'est mise en place depuis très longtemps entre ces deux partenaires de la relation. Donc on considère que la passiflore est la proie du papillon. Pourquoi? Parce que le papillon va déposer ses œufs sur la passiflore, parce que les chenilles, donc, quand elles naîtront, donc, vont se nourrir des feuilles de passiflore. L'Heliconus est donc de ce fait considéré comme le prédateur, car il va pondre sur la passiflore et les chenilles vont manger les feuilles. Donc la passiflore, c'est donc la plante hôte de l'Heliconus. Donc il faut savoir que les papillons donc, ne pondent pas leurs œufs sur n'importe quelle plante. Ils ont toute une série de plantes favorites qu'on va appeler plantes hôtes. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a une course aux armements en réalité qui s'est établie entre les Heliconus et les passiflores. Donc, la passiflore cherchant toujours à éviter que le papillon ne vienne déposer ses œufs sur elle. Et le papillon, donc lui, il va continuer sa recherche de la plante, puisqu'il en a absolument besoin pour perpétuer l'espèce. Donc, je le disais, il y a un processus de coévolution qui s'est donc établi et qui a mené à de la spéciation. Donc, on dénombre actuellement 530 espèces de passiflores et 39 espèces de papillons Heliconus. Et donc, il y a différentes stratégies que la plante met en œuvre pour tenter d'éviter le papillon. Et de même, le papillon donc, adapte ses stratégies pour continuer à trouver la plante. Donc, par exemple, les passiflores ont successivement, au cours du temps, essayé de changer la forme de leurs feuilles. C'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de lianes passiflores qui ont des feuilles complètement différentes entre elles. Seulement, les papillons donc, se sont avérés capables de mémoriser les formes des feuilles. Donc, de nouveau, la passiflore a dû évoluer en conséquence. Donc, certaines espèces ont acquis de la toxicité, donc pour essayer de dégoûter donc, les chenilles. Sauf que les Heliconus ont mis cette caractéristique à profit pour rendre leurs chenilles toxiques pour leurs propres prédateurs. Il y a eu donc d'autres stratégies qui ont été inventées par les passiflores, et c'est l'imitation d'œufs de papillons. Donc il y a certaines passiflores qui possèdent des petites excroissances sur les feuilles et qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à des œufs de papillons. Donc ça marche assez bien puisque les papillons ne pondent pas leurs œufs sur des feuilles qui sont déjà occupées. Et puis il y a aussi des passiflores qui ont des nectaires, qui vont produire du nectar pour attirer des fourmis, qui vont aller défendre la plante et attaquer les larves, puisque elles ont envie de vivre sur la plante vu qu'elle leur donne de la nourriture. Voici.
Voilà, la prochaine composition sera de Ruben de Morer, pardon. Et lui, il s'est inspiré de l'Arum Titan dans une composition donc nommée l'Éclosion. Donc l'Arum Titan, c'est encore une plante qui pue et qui est aussi particulière puisque c'est une des plantes qui a la plus grande inflorescence au monde. Elle appartient à la famille des Aracées. Donc c'est la famille des philodendrons par exemple, et elle est endémique de Sumatra, donc elle ne vit que là. Elle est classée en danger par l'Union internationale de la conservation de la nature, de nouveau du fait de la déforestation sur l'île de Sumatra. C'est une plante qui a un tubercule et qui a la particularité de ne faire qu'une seule feuille. Cette feuille peut atteindre quand même 6 mètres de haut. Et la fleur, donc, elle peut atteindre 3 mètres de haut chez les individus assez âgés. Il faut savoir que pour que l'Arum Titan fleurisse, il faut que le bulbe atteigne au moins 10 kg. Au jardin botanique de Maze, ils ont un bulbe qui fait 230 kg, je pense. Donc, je ne sais pas comment ils font pour la rempoter, mais ça doit être fameux. Sinon, donc, il y a 2 autres plantes qui sont connues pour faire une très grande inflorescence. Donc, tout à gauche, vous voyez la florescence de l'Arum Titan. Je pense d'ailleurs que c'est au jardin botanique de Maze. Au milieu, vous avez la florescence du palmier Talipo, qui est très grande également. Et tout à droite, donc, c'est une plante de la famille des Broméliacées, qui a aussi une très grande inflorescence avec plein de petites fleurs bleues, donc c'est très joli. Et cette plante vit au Pérou et en Bolivie. Donc l'Arum Titan, tout comme la Rafflesia, donc la plante qu'on a vue tout à l'heure, sont des plantes qui attirent leurs pollinisateurs avec un leurre nutritif. Donc, je répète, elles puent le cadavre pour attirer leurs pollinisateurs qui, dans le cas de l'Arum Titan, sont des diptères et des coléoptères aussi. Et donc, de nouveau, le pollinisateur est leurré. Il vient pour pondre ses œufs sur un soi-disant cadavre, mais c'est une fleur. Et donc, en faisant ça, il va polliniser l'espèce. Et au milieu, donc, vous avez la Stapelia gigantea. Donc, c'est aussi une plante qui utilise cette stratégie-là pour attirer ses pollinisateurs. Voilà, on va écouter cette composition.